Si je vous dis vampire, à quoi pensez-vous? Une ruelle sombre et déserte. Vous êtes seul et cherchez votre chemin, d'un pas nerveux, en vous retournant sans cesse. Votre instinct vous hurle que quelque chose n'est pas normal. Hormis le bruit de vos pas et votre respiration, de plus en plus haletante, tout est silence. Un silence pesant et terrible. L'angoisse monte. Vous pensez être seul, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Dans l'ombre, quelque chose vous guette. Elle vous suit. Vous sentez peser sur vous sa convoitise, son désir de prendre possession de vous. Vous avez peur. Oh oui, vous avez peur, mais pas seulement. Quelque chose de très primal, une inavouable tentation vous attire irrésistiblement vers le danger. Vous craignez de la voir, mais vous avez envie qu'elle vienne. Qu'elle vienne et qu'elle vous prenne. Quelle peut donc bien être cette créature? Un vampire, un suceur de sang, un voleur de vie. Aujourd'hui, je vous propose une plongée au cœur de cette sombre légende. Nous allons décrypter ensemble le sens du mot vampire, en profondeur, et voir qu'il en existe en vérité plusieurs sortes, très différentes, et plusieurs formes de par le monde. Je vous parlerai des vampires historiques, ces hommes et femmes de chair qui ont sombré dans l'interdit, et des mythes les plus célèbres, pour les comparer autant que pour y chercher du sens. Par la suite, nous verrons que la nature nous offre des armes puissantes et parfois surprenantes pour repousser ou terrasser les vampires, avant de voir qu'il existerait, peut-être, un moyen de guérir de cette malédiction. Et comme toujours, nous terminerons par une explication plus rationnelle de ce phénomène. Je vais traiter ce sujet en deux parties. Il faut dire qu'il est vaste. La première partie, la vidéo que vous regardez en ce moment, vous présentera le vampire en tant que tel, et la seconde vidéo, les différents moyens d'en venir à bout, ainsi que l'approche clinique. Préparez-vous à un voyage au-delà du voile de la réalité, à la frontière de la vie et de la mort, où l'obscurité se mêle à la lumière, et où la frontière entre le mythe et la vérité devient floue. Prenez votre pieu, un peu d'ail et votre courage à deux mains. Et ensemble, mes amis, allons chasser les vampires. Au sens où nous l'entendons aujourd'hui, le terme vampire désigne une créature d'apparence humaine qui sortirait de sa tombe la nuit pour se nourrir du sang des vivants. Les premières mentions de créatures ressemblant à des vampires apparaissent au Moyen Âge, en Europe, mais le mot vampire en lui-même n'apparaît véritablement qu'au début du XVIIIe siècle. Ce mot semble avoir des origines slaves. Le terme commence à être utilisé en Europe de l'Ouest après une vague de superstitions sur les vampires en provenance d'Europe de l'Est, Serbie et Hongrie précisément. Des rapports sur des exhumations de corps, de faits divers étranges et des rituels pour tuer ces vampires sont parvenus jusqu'à nous de ces régions du monde, attirant l'attention des érudits occidentaux et la propagation du mythe. Mais le mot « vampire » a surtout été popularisé en Occident par la littérature gothique, notamment par les poèmes « Der Vampir » de Heinrich August Ossenfelder, « The Vampire », la nouvelle de John Polidori et bien sûr le roman « Dracula » de Bram Stoker. Avant cela, on parlait de vrikolakas en Grèce christianique, une créature revenante similaire à notre concept actuel de vampire, ou de tympanios, un cadavre gonflé et sanguinolent qui revenait à la vie pour se nourrir des vivants. En Russie et en Pologne, on parlait respectivement d'oupir ou d'oupior. En Roumanie, avant la démocratisation de ce terme, le vampire était nommé strigoi ou moroi. En Hongrie, c'est le liderk. En Allemagne, le Blutsauger, littéralement le suceur de sang. En Angleterre, lich ou revenante désignait une créature qui revenait à la vie pour boire le sang des hommes et des bêtes. De façon générale, tous ces folklores s'accordent pour décrire le vampire comme un être immortel, à la force et la vitesse surhumaine, et comme ayant la capacité de se régénérer à l'infini, ou presque. Il serait éminemment séduisant, son charisme et sa présence inspirant fascination et désir, ainsi qu'un sentiment trompeur de confiance,
qui désarmerait complètement sa victime au point qu'elle ne lui opposerait absolument aucune résistance. Il serait assez solitaire et ombrageux, mais selon certaines croyances, quelques vampires pourraient tout à fait mener des vies sociales communes, tenant des emplois ou entretenant des relations avec les humains pour masquer leur réalité. Ce sont essentiellement des créatures nocturnes. Mais bien qu'il soit admis communément que la lumière du soleil soit mortelle pour eux, certains pensent qu'ils auraient malgré tout la possibilité de se déplacer pendant le jour, bien que leur pouvoir en serait, de fait, très amoindri. Ils aiment en réalité les endroits sombres et isolés. Autrefois, nous aimions les imaginer rôder dans de vieux châteaux, des maisons abandonnées, des cimetières, des caves, des cryptes, des grottes. Leur sens accru, tel que la vision nocturne et un odorat extrêmement développé, leur permettrait de plus facilement se mouvoir dans l'obscurité et débusquer leurs victimes sans qu'elles le sachent. Ils sont en effet très silencieux, semblant se déplacer juste en effleurant le sol, et n'ont ni reflet ni ombre, ce qui en fait un camouflage extraordinaire dans leur objectif de prédation. Une fois en chasse, et la proie désignée, ils exerceraient sur elle une sorte de contrôle mental irrésistible, proche de l'hypnose, qui leur offre la possibilité de totalement la contrôler, la rendre docile et consentante, ce qui facilite grandement le succès de leur chasse nocturne. On pense qu'ils ne peuvent entrer dans une maison sans y être invités au préalable par le résident. Ce qui en fait ne doit pas vraiment poser problème, une victime hésitante au départ sera rapidement séduite et tentée de lui céder. Certains mythes leur accordent parfois la capacité de se transformer en brume ou en animal et de le contrôler. En Europe de l'Est, en particulier dans les cultures slaves, il est souvent dit que les vampires pourraient à loisir se transformer en loups. Cette croyance vient probablement de l'idée que les vampires sont des créatures de la nuit, tout comme les loups et les loups-garous. La transformation en chauve-souris, quant à elle, est un concept plus récent et moins courant dans le folklore européen traditionnel. Il a gagné en popularité avec l'œuvre de Bram Stoker et les adaptations cinématographiques qui s'ensuivirent. Toutefois, nous pouvons remarquer un certain rapprochement entre vampire et chauve-souris, dans la mesure où cette dernière préfère, comme lui, vivre dans le noir ou des endroits sombres et froids, tels que des grottes ou des greniers. Sans compter que certaines espèces de chauves-souris, telles que la Desmodus rotundus, chauve-souris vampire, ça ne s'invente pas, ou la Diaemus youngi, chauve-souris vampire à pattes velues, se nourrissent effectivement de sang pour survivre et sécrètent une enzyme dans leur salive nommée draculine. Vous voyez le rapport ? Certains récits folkloriques suggèrent néanmoins que les vampires, à défaut de littéralement se transformer, posséderaient une affinité particulière avec ces animaux nocturnes, qu'ils pourraient contrôler grâce à leur pouvoir hypnotique, afin de les asservir et les contraindre à exécuter leurs sombres desseins. Ils pourraient tout autant s'en servir d'espions ou de protection en cas d'attaque. Mais bien entendu, quelle que soit la région du monde où le mythe subsiste et le nom qu'on lui donne, le vampire n'a qu'un désir, un seul besoin. Il doit se nourrir de sang. Cette soif, proche de la souffrance, est insatiable et féroce. Hommes, femmes, enfants, animaux. Le vampire ne recule devant rien pour satisfaire ce besoin vital pour lui. Il transgresse tous les tabous et les interdits pour s'en prendre à ce que nous avons de plus précieux, de plus pur, de plus divin, notre essence vitale. Mort, mais non mort, il incarne à lui seul notre peur la plus ancrée, la mort sans repos. La dépravation, associée à l'idée d'une possession par le mal absolu, et l'absence d'absolution. Nombre de superstitions et croyances populaires se rejoignent quant à la façon dont un homme, ou une femme, pouvait revenir sous la forme d'un vampire. La méthode la plus connue, popularisée par la littérature et le cinéma, est qu'une personne mordue par un vampire devient à son tour un vampire après sa mort. Les personnes décédées de manière violente ou soudaine, contraire à l'ordre divin des choses, étaient souvent suspectées de devenir des vampires par la suite. De même, si un cadavre n'était pas enterré selon les rites funéraires appropriés, il risquait de revenir en tant que vampire. En Bulgarie, par exemple, ne pas effectuer les rites de purification ou d'inhumation adéquats pouvait provoquer la transformation en vampire. En Roumanie, les enfants nés avec des anomalies physiques, comme une tache de naissance,
étaient souvent considérés comme de futurs vampires. Les enfants morts sans avoir été baptisés étaient aussi considérés comme dangereux, car non protégés par les rites religieux. Dans certaines traditions slaves, une morsure de loup ou de chien pouvait également provoquer la transformation en vampire. En Hongrie, être né avec une excroissance ou un morceau de membrane placentaire sur la tête était un signe de vampirisme potentiel. Toujours en Europe centrale, on pensait que les individus impliqués dans la sorcellerie ou la magie noire pouvaient être transformés en vampires après leur mort. Les sorcières décédées étaient particulièrement suspectées de revenir sous la forme d'un vampire. En Angleterre, Écosse et Allemagne, une malédiction familiale ou une forte envie de vengeance condamnait les individus à revenir de la sorte. En Grèce, avoir été excommunié par l'Église, ne pas avoir reçu les saints sacrements ou être enseveli en terre non consacrée était également un facteur de risque. Certaines légendes grecques prétendent même que la consommation de moutons, en particulier par les morts, pouvait transformer un individu en vampire. Aussi n'offrait-on jamais de moutons en offrande aux chers disparus. En définitive, il existe bien des façons de devenir vampire. Un mort-vivant, un suceur de sang. Peut-être. Mais en réalité, il existerait non pas une, mais plusieurs sortes de vampires. Différents dans la forme, les fonctions mais aussi les aspects, partout de par le monde. Commençons par parler des 10 sortes de vampires que l'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître. Dire que le vampire ne serait qu'un simple suceur de sang serait a priori incorrect. De par le monde et les différents folklores qui l'animent, il semblerait que le terme vampire désigne à la fois une créature de chair et une entité immatérielle, tantôt animée d'intention, tantôt simplement égrégore ou énergie résiduelle. Ce qui montre à quel point ce mythe est complexe et riche de significations. Bien entendu, le vampire le plus commun, si je puis dire, et le plus iconique, est le vampire suceur de sang. D'apparence humaine et séduisante, il se nourrit principalement de sang humain, et sa morsure, bien réelle et physique, est souvent décrite comme hypnotique ou anesthésiante. Mais il en existerait peut-être bien 9 autres, vampires, désignant là davantage le concept de ponction énergétique plutôt qu'une personne en tant que telle. Les vampires psychiques sont ainsi une autre catégorie d'entités qualifiées de la sorte. Contrairement à leurs homologues suceurs de sang, les vampires psychiques ne sont pas nécessairement des êtres corporels. Ils sont ainsi souvent décrits comme des entités invisibles qui se nourrissent de l'énergie vitale ou des émotions des vivants, telles que la peur, la colère, la tristesse, la douleur ou même la joie, l'amour ou l'excitation de toutes sortes. Ces entités se nourrissent ainsi de l'énergie vitale ou de l'aura des êtres humains plutôt que de leur sang. C'est dans les énergies dégagées par nos émotions que les vampires psychiques trouveraient leur subsistance. Selon certaines croyances, les vampires psychiques pourraient toutefois être malgré tout des humains bien réels et vivants, dotés de capacités particulières pour drainer l'énergie des autres. Ils absorberaient l'énergie de leurs victimes, souvent au travers d'un contact physique ou d'une proximité émotionnelle intense. De manière générale, une émotion positive, bien que puissante sur le moment mais qui ne serait que de brève durée, comme si à peine émergée, on nous la volait aussitôt et qui ne laisserait à la place que fatigue, maux de tête, nausées, anxiété, irritabilité ou tristesse, pourrait être le signe d'une vampirisation psychique. Le vampire psychique, une fois rassasié, ne laissera ainsi derrière lui que confusion mentale, manque de concentration et perte totale de motivation. Une sensation de vide, d'être subitement déconnecté de soi. Les vampires psychiques peuvent drainer l'énergie de multiples façons, par la proximité physique avec leurs victimes, par exemple, dans des espaces partagés comme des bureaux, des maisons ou des lieux publics. On pense ainsi que les lieux de grands rassemblements de foule, tels que les salles de concert ou de spectacle, sont de véritables buffets pour les vampires psychiques. Le contact direct, comme les câlins ou les poignées de main, peut être un autre moyen pour les vampires psychiques de drainer l'énergie plus efficacement. Si vous vous trouvez souvent en compagnie de personnes qui semblent vous épuiser émotionnellement ou physiquement, cela peut être un signe de la présence quelque part d'un vampire psychique.
un sentiment d'oppression ou de lourdeur en présence de certaines personnes, également, comme si elles aspiraient votre énergie. Une tendance à éviter les interactions sociales ou à se retirer du monde peut être alors un signe que vous essayez inconsciemment de protéger votre énergie. Certains vampires psychiques peuvent, à l'instar de leurs homologues suceurs de sang, utiliser des techniques de manipulation mentale, telles que l'hypnose ou l'influence psychologique, pour puiser dans les émotions et l'énergie de leurs victimes. Les vampires psychiques sont en tout cas, comme les suceurs de sang, des êtres mal intentionnés. Dans certaines traditions occultes, des rituels spécifiques ou des pratiques magiques peuvent être utilisés par ces derniers pour drainer l'énergie vitale et émotionnelle à distance. Le vampire énergétique partage des caractéristiques communes avec le vampire psychique, à ceci près qu'il possède le pouvoir de provoquer chez les autres, consciemment ou non, l'énergie dont il cherche à se nourrir. Si le vampire psychique fait de chair sait qu'il en est un, le vampire énergétique peut ne pas avoir conscience de vampiriser ses semblables. Si le mode d'action est le même, le vampire énergétique, lui, ne se nourrit pas d'émotions, mais simplement d'énergie vitale. Ce que les Chinois nomment le Qi ou les Indiens prana. Il laissera ainsi sa victime complètement vidée, fatiguée, lourde, sans plus de force musculaire, et la rendra ainsi vulnérable aux maladies, car il affaiblit ainsi grandement son système immunitaire. À l'inverse de son homologue, le vampire émotionnel s'attaque aux émotions, et non à l'énergie vitale. Aux émotions négatives principalement. Peur, colère, tristesse, anxiété, culpabilité, remords, regret, haine, jalousie. Il laisse tout autant sa victime fatiguée et vulnérable, mais il a une petite particularité. Au fil de son existence et de son gain d'expérience et de force, il se spécialise. Il existe en effet plusieurs sous-variantes de vampires émotionnels, chacun ayant une méthode spécifique pour drainer l'énergie. Le vampire émotionnel narcissique exige une admiration constante et draine les autres par son besoin incessant d'attention et de validation à son endroit. Plus on lui témoigne de considération et de gratification, plus il gagne en puissance. Le vampire victime se présente quant à lui constamment comme une proie, une petite chose fragile ayant cruellement besoin d'attention. Il attire à lui la sympathie et la compassion des autres. Il se nourrit principalement de la pitié qu'on lui témoigne. Le vampire dramatique se délecte des conflits et des drames qu'il génère. Il attire l'attention et l'énergie émotionnelle des autres en se nourrissant de leur tension, de leur anxiété et de leur stress. Le vampire émotionnel contrôleur, lui, cherche en permanence à dominer et à contrôler les autres, drainant l'énergie émotionnelle par son besoin constant de puissance et de domination. La frustration et la colère découlant des situations conflictuelles qu'il crée est une véritable friandise pour lui, la petite cerise sur le gâteau. La conscience de lui-même qu'a le vampire émotionnel est complexe. Il peut agir de façon inconsciente, partiellement consciente ou pleinement volontaire. Lorsqu'il le fait de façon inconsciente, cela dénote chez lui un manque certain d'empathie, ainsi qu'une mauvaise compréhension des interactions sociales. Certains comportements drainants peuvent être en fait des habitudes profondément enracinées, acquises pendant l'enfance ou par imitation de figures parentales. Ces individus ne voient pas ces comportements comme nuisibles, car ils n'ont pour ainsi dire jamais été confrontés jusque-là à des critiques ou à des conséquences négatives vis-à-vis de leurs actes. Agir ainsi de façon semi-consciente admet l'idée que le vampire peut reconnaître de temps à autre son comportement comme affectant négativement les autres. Mais il peut se mettre aussi à rationaliser ou minimiser cette réalité afin d'éviter de se confronter à sa responsabilité quant à la toxicité de ses relations. Et enfin, plus vicieux et pervers, les vampires émotionnels agissant en toute connaissance de cause. Ces individus peuvent avoir une compréhension aiguë de la psychologie des autres et exploiter ces connaissances pour leurs propres fins. Le vampire émotionnel conscient est le profil type du pervers narcissique, qui reconnaît pleinement son influence dans le malaise des autres, tout en étant indifférent ou insensible à leurs sentiments. Il peut même éprouver un certain plaisir ou un sentiment de puissance à manipuler à sa guise sa victime. Le vampire spirituel est un peu différent. Celui-ci se nourrit de l'essence spirituelle des personnes, par le biais de rituels ou de pratiques occultes.
leur impact est généralement plus subtil et affecte davantage la santé mentale de leur proie. En fait, il agit à distance et provoque chez vous, de par sa ponction énergétique, une série de dérèglements comportementaux et cognitifs. Il vous jette un mauvais sort et provoque des hallucinations visuelles ou auditives ou des pensées effroyables qui n'amènent que tourments et désespoir. Et c'est de cela qu'il se nourrit. Certains occultistes pensent même que la schizophrénie pourrait être parfois la résultante de l'emprise d'un vampire spirituel. Le vampire astral est une autre catégorie de vampire, qui, lui, n'existe que sur le plan éthéré. C'est une entité dématérialisée qui vous traque lors de vos sorties astrales, conscientes ou non, ou votre sommeil. Il prend votre énergie subtile, en quelque sorte l'essence de votre âme. Il existerait un moyen de débusquer sa présence. Si la sortie astrale se passe mal, ou si ne viennent à vous que des visions affreuses, ou encore que vos déplacements semblent pénibles et alourdis, ou bien si vos rêves ne sont ponctués que de rêves violents ou de cauchemars récurrents. Il suffirait alors de se réveiller ou de réintégrer au plus vite son enveloppe avant qu'il ne provoque trop de dégâts sur votre psychisme. Il partage certaines caractéristiques avec le vampire des rêves, qui, lui, s'infiltre dans vos rêves, pour en prendre le contrôle et provoquer chez vous des sensations et émotions terribles dont il se nourrit. Si vous faites toujours les mêmes cauchemars, semblez en proie à une forme de persécution onirique, alors, peut-être, êtes-vous victime d'un vampire des rêves. Il reste encore à parler des vampires de l'ombre. Eux aussi immatériels, ils vous attendent dans les zones sombres ou ténébreuses, se délectant de votre peur et de toute l'énergie négative générée par ces environnements. Les enfants seraient particulièrement sensibles aux vampires des ombres et sont des proies succulentes pour eux, car ils ont facilement peur du noir ou des espaces sombres, comme les caves ou les greniers. Les vampires des ombres aiment se tapir dans les maisons abandonnées. Attention à vous si vous faites de l'urbex. Les ruines, les endroits abandonnés comme les hôpitaux ou les vieux immeubles. Ils sont une sorte d'énergie résiduelle négative, pouvant naître d'événements tragiques ayant eu lieu à cet endroit, ou peuvent naître de l'accumulation d'émotions et de pensées négatives à l'endroit où ils profèrent leurs méfaits. Les vampires de vie peuvent être de deux natures, soit subtils, soit faits de chair et d'os. Ces vampires-là s'attaquent, tout comme les vampires énergétiques, à l'énergie vitale des individus, à ceci près que le résultat de leur attaque se voit physiquement. Ponctionnant la force vitale, jusqu'à l'espérance de vie de leurs victimes, ce parasite éthérique provoque un vieillissement physique flagrant et parfois impressionnant. Les personnes attaquées se mettent alors à vieillir à vue d'œil. Elles se dessèchent, comme vidées de l'intérieur, et cela peut aller jusqu'à la mort, dans le pire des cas. N'oubliez pas que tous les vampires, quels qu'ils soient, ont une fin sans limite. Ce concept plaît beaucoup au cinéma et à la littérature en général, tant il est dramatique et saisissant. Lorsqu'il est fait de chair et d'os, ce vampire malveillant opère à distance la plupart du temps, par des sortilèges ou des rituels de magie noire. Son action ressemblant alors à une sorte de malédiction. Je terminerai par un autre type de vampire, sans doute le plus dangereux de tous, le vampire hybride, qui combine à la fois les caractéristiques du vampire suceur de sang et du vampire psychique, par exemple, ou est le fruit d'une combinaison de tout autre type de vampire. Ce sont les plus terribles de tous, les plus difficiles à neutraliser. Ils peuvent recouvrir toutes les formes possibles, subtiles, éthériques ou physiques à leur guise. Vous voyez que le mythe du vampire est assez épais et riche, qu'il représente un danger non seulement pour notre enveloppe charnelle, mais aussi pour notre esprit et notre âme. Toutes les cultures du monde ont leurs vampires, parfois similaires et parfois très différents. Maintenant que nous avons vu à peu près toutes les sortes de vampires existants, intéressons-nous désormais à la façon dont les autres cultures le représentent. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Pardon d'avance, si cette nuit vous en faites des cauchemars. Comme je le disais, toutes les régions du monde se préfigurent le vampire différemment. En Europe de l'Est, il revêt déjà 3 formes différentes. La plus connue étant celle du vampire tel que nous le connaissons. Ce vampire classique, c'est le comte Dracula, un homme maudit, revenu d'entre les morts pour voler l'essence pure des vivants. Décrit comme immortel,
Doté d'une force physique surpuissante et d'une vitesse incroyable, il aurait la capacité de se transformer en brume ou en chauve-souris et prendre le contrôle de bêtes fauves, telles que les loups. Cette description et ces croyances sont encore très ancrées en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie et en Slovaquie. Son apparence humaine est trompeuse, car ne provoque pas nécessairement de méfiance. Hormis sa pâleur et son regard envieux très malaisant, il peut être difficile de le distinguer d'un autre homme bien vivant. C'est le Dracula de Bram Stoker, ou le Lestat d'Entretien avec un vampire, par exemple. Le folklore slave nous parle également d'Oupir. Cette créature se lèverait de sa tombe la nuit pour se nourrir du sang des vivants. Il peut tantôt ressembler à un cadavre en décomposition, si sa mort physique remonte à loin, ou à un homme en tant que tel, si la mort est fraîche. Toutefois, l'Oupir est d'apparence plus altérée que le vampire classique. En fait, on remarquerait tout de suite dans son apparence que quelque chose cloche. Le Nosferatu est un autre type de vampire d'Europe de l'Est, souvent représenté comme plus monstrueux et nettement moins séduisant. Lorsqu'il est affamé et en manque de sang, il est décharné, grisâtre et d'apparence bestiale. Griffes pointues, crocs proéminents, oreilles de chauve-souris, regard noir. S'il s'approche assez près de vous, il aurait la capacité, grâce à son pouvoir hypnotique, d'annihiler la peur en vous pour vous mettre en confiance et ainsi faire de vous ce qu'il souhaite. Le Nosferatu est connu pour sa capacité à causer des pestes et des maladies chez la victime, qui survit à sa venue. En Croatie, autrefois appelée Istrie, au Moyen-Âge, il est fait mention de telles créatures, dans des manuscrits remontant jusqu'au XIe siècle de notre ère. En Europe de l'Ouest, dans la mythologie grecque, on parle de Lamia. La Lamia est une créature mi-femme, mi-serpent, qui se nourrit du sang des enfants. Elle a recours à la séduction et à la ruse pour attirer à elle ses victimes. La Lamia serait une ancienne reine devenue un monstre et qui chasse les enfants pour boire leur sang, après avoir été maudite par la déesse Héra. Les Grecs croyaient aussi en l'Empousa, un démon femelle ressemblant à une succube et envoyé par Hécate, la déesse des créatures de l'ombre. Elle serait capable de changer de forme à sa guise pour séduire ses victimes, souvent des jeunes hommes, et est souvent représentée comme buvant du sang et dotée d'ailes de chauve-souris. Les striges étaient quant à elles des femmes oiseaux dotées d'ailes et de griffes qui buvaient le sang des jeunes gens et des enfants. Dans la Rome antique, la Strix est un vampire similaire en bien des aspects. Oiseau de nuit à visage humain, celle-ci kidnappe les enfants pour les dévorer et boire leur sang ensuite. Ce mythe est d'ailleurs documenté dans les œuvres de Pline l'Ancien et d'Ovide. Dans l'Angleterre et la France médiévale, les revenants étaient des morts qui sortaient de leur tombe la nuit pour tourmenter les vivants. Les récits de revenants sont nombreux, décrivant ces entités comme des sortes de zombies qui viendraient sucer le sang des vivants et prendre plaisir à rôder près des maisons pour les effrayer, et ainsi se nourrir aussi de leur peur. Les Scandinaves croyaient en l'existence des drogueurs, des morts vivants, prenant la forme de cadavres décharnés et pourrissants, qui garderaient leur tombe et rôderaient alentour en quête de sang pour se nourrir. En Asie, aux Philippines plus précisément, l'aswang est une créature mythologique qui peut se transformer en différents animaux pour s'approcher des humains. L'aswang est connu pour sa capacité à voler et pour sa soif de sang, notamment celui des femmes enceintes et des enfants. Il peut être un homme ou une femme tout à fait normale en journée, mais revêtir un aspect bestial une fois la nuit tombée, avec des yeux rouges et brillants, de longues griffes acérées et une langue exceptionnellement longue et fine. Mais l'aswang ne se contente pas de boire le sang de ses victimes, il en dévore aussi la chair. Il peut se déplacer jusqu'à elle ou imiter la voix d'une personne pour l'attirer loin de tout et faire ce qu'il a à faire. En Malaisie et en Indonésie, le penanggalan est une créature féminine dont la tête se sépare de son corps pour voler la nuit et sucer le sang des victimes. Ses organes internes pendent encore de son cou pendant qu'elle chasse. Une vision assez horrible, vous en conviendrez. En Chine, on parle de Jiangshi. Connu comme le vampire sauteur, le Jiangshi est un cadavre réanimé qui se nourrit de l'énergie vitale des vivants. Il est souvent représenté comme se déplaçant de façon rigide et presque sautillante, et d'apparence cadavérique. Une autre forme de zombie, en somme. Les premiers récits de Jiangshi apparaissent dans les textes de la dynastie Qing, au XVIIe siècle. Au Moyen-Orient, en Mésopotamie,
Lilith était, dans la mythologie sumérienne et akkadienne, un démon femelle souvent associé à la nuit et au vol des enfants. Plus tard, dans la tradition juive, Lilith sera décrite comme la première femme d'Adam qui se rebelle contre Dieu et devient par punition divine un démon suceur de sang. Son apparence s'apparente beaucoup à celle de l'Empousa des Grecs. Dans l'Égypte antique, la déesse Sekhmet, bien qu'étant une divinité, était parfois représentée buvant du sang humain lors de moments de colère divine. Dans le monde arabe, la goule est un démon du désert, qui se nourrit des corps des morts et des vivants, parfois en buvant leur sang. Mentionnée dans les contes des 1001 nuits, elle aurait l'apparence d'un être hideux et monstrueux, généralement représenté comme une créature anthropomorphe, avec des traits bestiaux, tels que des griffes acérées, une peau sombre ou livide, et des yeux brillants. La goule est malveillante et vorace, se nourrissant de cadavres et attaquant les voyageurs égarés. Elle est capable de changer de forme, souvent en prenant l'apparence de ses victimes ou d'animaux pour tromper les humains. Les goules vivent généralement dans des lieux isolés et effrayants, tels que les cimetières, les déserts et les ruines abandonnées. Elles aiment rôder là où se trouvent des cadavres. Les cultures mésoaméricaines et caribéennes nous parlent de Chihuateteo et de Sucuyante. Les Chihuateteo étaient chez les Aztèques des esprits de femmes mortes en couches, devenus des démons vampiriques qui attaquaient surtout les enfants, probablement pour remplacer ceux perdus pendant l'accouchement. Dans le folklore des Caraïbes, la Sucuyante est une vieille femme qui se transforme en boule de feu la nuit pour sucer le sang de ses victimes. Elle laisse sa peau derrière elle pendant qu'elle chasse et la réintègre ensuite une fois le méfait accompli. En Inde, le Vetala est un esprit maléfique qui prend possession des cadavres pour se nourrir de sang. Les Vetalas sont souvent des esprits vengeurs et malicieux, esprits qui prennent possession des cadavres de chair disparus pour s'approcher de leur famille et se nourrir de leur sang. Il est assez intéressant de constater que des peuples et cultures assez lointaines, les unes des autres, partageaient peu ou prou les mêmes croyances. Vous ne trouvez pas? Cela nous apprend une chose. La peur de la mort est universelle, profondément enracinée en l'homme. Cette peur fertilise l'imagination humaine au point de donner naissance à des mythes terrifiants, à la hauteur de cette crainte viscérale et profonde. Mais le vampire, dans l'histoire du monde, n'a pas revêtu qu'un aspect fictif. Il s'avère que certaines personnes, de leur vivant, auraient eu recours à ces pratiques sanguinolentes et morbides pour satisfaire leur soif de puissance, de jeunesse ou de perversion ultime. Essayons de nous en approcher un peu à présent. Et si je vous disais que les vampires n'étaient pas qu'un mythe? Qu'il y aurait eu, peut-être, de véritables vampires parmi nous? Des hommes et femmes faits de chair, avides de sang, dont les agissements auraient été attestés par des témoignages écrits et historiques, me croiriez-vous? Laissez-moi vous conter l'histoire d'Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory, connue sous le nom de la comtesse sanglante, fut accusée de son vivant d'avoir séquestré, torturé et tué des centaines de jeunes filles dans ses différents châteaux de Hongrie, principalement dans celui de Csákitse. La comtesse Bathory était très instruite pour une femme de son époque, parlant plusieurs langues et s'intéressant aux sciences et à l'alchimie. Mais selon les témoignages de l'époque, sa personnalité dominatrice, ombrageuse, sévère et cruelle, suscitait le malaise et la frayeur parmi ses gens et les autres membres de la noblesse hongroise. Son histoire est un vrai roman policier. Il s'avère qu'après avoir reçu des plaintes à l'encontre des agissements étranges et terrifiants de la comtesse, un homme décida de mener l'enquête. Le comte Gheorghi Thurzó, palatin de Hongrie au service de la couronne, s'intéressa de près aux agissements de Bathory. Son investigation le mena à recevoir plus de 300 témoignages de paysans, de nobles de son entourage et de serviteurs non complices de ses crimes, qu'il a soigneusement compilés. Ces documents sont toujours consultables dans les archives hongroises et slovaques. Certes, la comtesse s'était attirée nombre d'inimitiés et avait beaucoup d'ennemis parmi ses semblables, mais l'instinct de limier de Thurzó lui fit sentir qu'il y avait autre chose. De la couronne, il obtint alors la permission de perquisitionner les demeures et les terres de la comtesse, et là, Thurzó ne put qu'attester de l'horrible véracité des faits.
Il procéda alors immédiatement à l'arrestation de la comtesse, un acte exceptionnel pour l'époque. Élisabeth Báthory fut par la suite accusée d'avoir séquestré, torturé et tué des centaines de jeunes filles entre 1590 et 1610. Les témoignages reçus rapportent l'existence d'actes de brutalité extrême, allant de la flagellation, brûlure, morsure, à d'autres formes de maltraitance physique et de harcèlement moral. Les procès-verbaux renseignent du fait qu'elle tirait régulièrement du sang des poignets de ses servantes pour s'en recouvrir le visage et en boire de petites gorgées, persuadée d'absorber ainsi leur jeunesse et leur beauté. De nombreuses légendes prétendent même qu'elle se baignait entièrement dans leur sang pour préserver sa fraîcheur. Après l'arrestation d'Élisabeth Báthory en 1610, plusieurs jugements ont eu lieu l'année suivante. Ses complices, chargés de convier les jeunes femmes, officiellement en tant que servantes, dans son château, furent tous exécutés, mais elle-même ne fut jamais jugée. Au lieu de cela, elle fut emprisonnée dans son propre château de Tchaktitse, où elle passa seule et recluse les dernières années de sa vie, jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. Mais où est son corps aujourd'hui ? Selon certaines sources, Élisabeth Báthory aurait été initialement enterrée dans le cimetière de l'église de Tchaktitse, près de son château. Cependant, les habitants locaux auraient protesté contre cette décision, refusant que son corps repose parmi eux, en raison de ses crimes. Son corps aurait ainsi été transféré dans la crypte familiale des Báthory à Nagy Várad, aujourd'hui Oradea, en Roumanie. Cette version est mentionnée dans plusieurs documents historiques, bien qu'il n'existe mystérieusement aucune preuve archéologique confirmant ce transfert. Une autre théorie suggère que le corps de Báthory pourrait avoir été déplacé plusieurs fois, ou même caché pour éviter les profanations. À ce jour, il n'y a aucune trace nulle part de son tombeau. Des fouilles archéologiques ont été menées à Tchaktitse et à Nagy Várad, mais aucune sépulture identifiable n'a été découverte. Où est le corps d'Élisabeth Báthory ? Qui sait, peut-être a-t-il bel et bien été profané, un pieu dans le cœur et sa tête séparée du reste, ou peut-être bien a-t-il été brûlé afin de s'assurer qu'elle ne revienne jamais d'entre les morts, ce qui expliquerait pourquoi aucun reste ni aucune sépulture n'a été retrouvé à ce jour. Ou bien peut-être n'a-t-on rien retrouvé parce qu'elle rôderait encore parmi les vivants. Je vous laisse y réfléchir. Autre cas intéressant, celui d'Arnaud Paul. Arnaud Paul était un ancien soldat serbe vivant près du village de Medveda, en Serbie. Chose intéressante. Après avoir combattu au sein du Saint-Empire romain germanique contre l'Empire ottoman sur ses terres, Paul était convaincu d'avoir tué un vampire et que depuis, lui aussi était porteur de cette malédiction. Après ses années de service, il se retira dans sa ferme où il mourut accidentellement d'une mauvaise chute. Peu après sa mort en 1726, les villageois commencèrent à rapporter des événements étranges. Plusieurs personnes affirmèrent avoir vu Arnaud Paul errer dans le village. Et bientôt, ceux qui prétendirent l'avoir vu se mirent à mourir mystérieusement. Les autorités locales décidèrent d'enquêter sur ces événements. En janvier 1732, une commission composée de médecins militaires et de fonctionnaires autrichiens exhumèrent le corps de Paul. Selon les rapports, le corps de Paul fut trouvé en état de non-décomposition, avec du sang frais autour de la bouche, ce qui était interprété comme des signes de vampirisme. Ces mêmes rapports confirmèrent que la dépouille de Paul fut par la suite empalée puis brûlée pour empêcher toute résurgence. Par la suite, plus aucun événement étrange de ce type ne fut constaté. Toujours en Serbie, Petar Blagojević, ou Peter Blogojević selon les transcriptions, était un fermier vivant dans le village de Kisiljevo. Il y mourut en 1725. 3 jours après son décès, Blagojević rentra chez lui et demanda de la nourriture à son fils. Il mangea, puis repartit d'où il était venu. 2 soirs plus tard, il revint réclamer à manger, mais cette fois-ci, son fils refusa. Il fut retrouvé mort le lendemain. Seulement quelques jours après sa mort, plusieurs villageois tombèrent malades et moururent dans des circonstances étranges. Ils décédèrent tous d'une perte anormale de sang, sang qui ne fut retrouvé nulle part alentour. Sur leur lit de mort, ces personnes affirmèrent avoir été visitées par Blagojević, qui serait revenu d'entre les morts pour les attaquer. Au total, 9 villageois décédèrent en l'espace de quelques jours.
Pour mettre fin à la terreur, les villageois et les enquêteurs procédèrent à un rituel de destruction de son corps. Ils enfoncèrent un pieu dans le cœur du pauvre homme, puis brûlèrent son corps. Fin de l'histoire. Mais je ne peux pas terminer ce chapitre sans parler de Vlad l'Empaleur. Surnommé Dracula, fils du dragon, en raison du patronyme de son père Vlad II Dracul, Vlad III du nom fut connu de son vivant pour sa cruauté et sa méthode d'exécution par empalement dans sa guerre contre l'occupation turque en Transylvanie. Bien qu'il ne soit pas un vampire au sens littéral, rien ne l'atteste en tout cas, son nom et ses actes ont largement inspiré le personnage de Dracula, créé par Bram Stoker. Son mythe fut créé des suites de ses agissements terribles contre les Turcs, qu'il détestait. Son passé et celui de son jeune frère comme otage torturé, brimé et abusé lui ayant donné de folles envies de vengeance par la suite. De retour dans son pays après des années de captivité, il s'engagea dans une guerre furieuse contre son ennemi et aurait fait couler beaucoup de sang. Il est dit que, de cela, il se délectait. Faute de le boire au sens propre, son goût du sang aurait pu donner naissance à sa légende. L'une des histoires les plus sombres associées à Vlad l'Empaleur est celle selon laquelle il aurait enfermé les pauvres et les mendiants de sa principauté dans une église avant de la brûler. La légende veut qu'il ait invité tous les pauvres et les infirmes à un grand festin, sous prétexte de célébrer une grande fête. Une fois qu'ils furent tous réunis et en train de festoyer, il aurait ordonné de verrouiller les portes et de mettre le feu à l'église, tuant ainsi tous ces malheureux. Vlad aurait justifié cet acte en déclarant qu'il voulait ainsi éliminer la pauvreté de ses terres, en se débarrassant de ceux qui étaient considérés comme des fardeaux pour la société. Cet homme fut de son vivant si charismatique et influent qu'il demeura dans les mémoires de la plus sombre des façons. Sa légende gonfla au fil du temps, pervertissant souvent la réalité, au point que l'on raconte même que son château serait hanté par sa présence. Vlad Dracul devint ainsi le vampire ultime. Noble reclus dans son château, animé par la haine et la cruauté, avide de sang et de malheur. De tous les exemples existants, ce fameux vampire ultime fut pourtant de son vivant le seul à ne jamais en avoir été un. Voilà qui est plutôt curieux. Ce qui nous amène à parler de la façon dont nous aimons inventer des histoires et des légendes autour de ce mythe. Littérature, cinéma, bande dessinée, anime, le vampire ne manque jamais d'inspirer et de faire rêver, ou cauchemarder. Chapitre ambitieux que celui-là, vous en conviendrez tant il y en a à dire. Le mythe du vampire est éminemment romantique et dramatique. Amour charnel, désir, élégance, possession, emprise, danger, idéal pour la littérature, le cinéma ou toute autre forme d'art. Hormis le plus célèbre des romans du genre, écrit par Bram Stoker en 1897, qui a remporté un très vif succès, car formidablement bien écrit et pensé, sont parus des centaines d'autres nouvelles et romans exploitant ce thème. Carmilla est une nouvelle écrite par Sheridan Le Fanu. C'est l'une des toutes premières œuvres traitant du vampirisme au féminin. Une femme vampire attirant à elle d'autres femmes en les séduisant. Par la suite, la saga des Chroniques des vampires, de Anne Rice, est un autre formidable pilier du genre, amenant avec intelligence et raffinement ce mythe à son apogée. Notamment par le biais de son personnage phare et narrateur, Lestat de Lioncourt, incarné par Tom Cruise dans le film Entretien avec un vampire, sorti en 1994. Sûrement l'un de ses meilleurs rôles. Fan d'horreur et d'angoisse, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande le livre Salem de Stephen King, où son personnage de vampire, Kurt Barlow, sème la terreur dans cette ville des États-Unis, emblématique de sorcellerie et d'étrangeté. À peine quelques années après l'invention du cinéma, sortit le film Nosferatu, une représentation du vampire du même nom, selon les traditions slaves. Grâce à ce film, et si Vlad Dracul devint l'incarnation parfaite du vampire classique, le comte Orlok devint quant à lui, dans les esprits, la personnification emblématique de la créature du même nom. L'œuvre de Bram Stoker fut réalisée à la perfection par Francis Ford Coppola dans les années 90 et interprétée par un Gary Oldman au sommet de son art, qui a su percevoir toute la dimension tragique
et presque attachante du personnage vampirique de Stoker. Blade est un autre film sorti 6 ans plus tard, explorant le thème du vampire diurne, qui prouve l'extraordinaire souplesse et adaptabilité du mythe. Dans les années 2000, la saga des Underworld l'élargit encore davantage en confrontant cette fois-ci les vampires entre eux et aux loups-garous. Plus récemment, les œuvres cinématographiques tirées de la saga Twilight de Stephanie Meyer explorent l'idée que certains vampires, s'abstenant de boire du sang humain, goûtent aussi à l'amour, plutôt qu'à la haine. Vous voyez que du vampire, on peut en faire ce que l'on veut, qu'il est aussi redoutable que profond et tellement humain finalement. Ses travers et ses penchants ne l'éloignent pas tellement des nôtres, ce qui en fait une créature éminemment dangereuse. Car, comment se combattre soi-même ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cette vidéo. Nous verrons ensemble quelles sont les armes traditionnelles et naturelles à notre disposition, dont certaines surprenantes, de même que nous aborderons le sujet d'une éventuelle guérison possible à cette terrible malédiction. Puis nous évoquerons, comme toujours, l'explication médicale et psychologique de ce phénomène. Je vous laisse nous rejoindre sur la prochaine vidéo. À tout de suite.